Salut les poolers et bienvenue à 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis évidemment accompagné du François Gagnon des projections, le Oudomètre, le RD Stats, Guillaume Corbeau-Archambault. Corbeau, comment ça va? Ça va bien, merci. Je suis heureux que tu n'aies pas utilisé Norman Flynn ou Gaston Terrien, c'est déjà moins pire. Ouais, écoute, il y avait quand même des bonnes légendes à pouvoir utiliser. Pierre Rudd, évidemment, mon préféré, je ne sais pas pour toi. Ah oui, oui, de tous les Imbattable. temps. De tous les temps, Imbattable. on le salue. Évidemment, aujourd'hui, c'est un autre épisode spécial. Vous l'aurez deviné, cette fois-ci sur RDS et le grand pôle de RDS. Un des pôles quand même qui est le plus populaire ou un des plus populaires du moins au Québec. On ne pouvait pas passer à côté. Donc, aujourd'hui, on va regarder les 25 catégories, les 25 rondes de joueurs à sélectionner que RDS nous donne comme choix. Et ensemble, on va regarder chacune des sélections, dire laquelle des sélections je vais faire et celle que Guillaume va faire. On va vous expliquer pourquoi, parler un peu de stratégie alentour de ce pool-là et vous montrer comment on peut gagner ce pool. Et Guillaume, toi, justement, c'est un épisode à tout seigneur, tout honneur pour toi parce que tu as quand même été très, très haut à plusieurs reprises dans ce pool-là. Ouais, ben, j'ai eu des bonnes et des moins bonnes performances. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. J'ai tenté différentes stratégies, en fait, qui ont bien fonctionné ou moins bien fonctionné, dépendamment des années. Donc, la stratégie coup de circuit. Où est-ce que tu prends le joueur qui fait le plus de points par match, par catégorie, nonobstant les blessures, qui n'a pas été une stratégie qui a été très, très payante parce qu'un joueur blessé te fait pas de points. Et les meilleures années, en fait, étaient des stratégies où ce que je prenais les joueurs les plus safe en termes de blessures et qui m'ont quand même permis d'être dans le top 50 à quelques reprises là, dans les 10 dernières années. Look at you, you're a big shot. J'ai jamais gagné, malheureusement. Je pense que j'ai pas eu le facteur chance encore qui est de mon bar quand tu es rendu à 55 000 participants. Mais des top 50, ça détermine, ça démontre quand même bien qu'en faisant des bons choix, on est capable de bien performer. Il manque juste le petit coup de pouce. Peut-être que c'est cette année. Hein? Qui sait? Peut-être que c'est cette année. L'année passée, je pense que j'ai fini 35 millième. C'était vraiment loin. C'était pas. J'ai tenté une nouvelle stratégie, puis ça n'a pas été très, très payant. Clearly. On va parler justement un peu de stratégie pour commencer pour cet épisode parce que je serais quand même curieux de savoir, tu as parlé de blessures un peu. C'est quoi justement, toi, que tu as trouvé dans les dernières années qui est peut-être ce que tu devrais sélectionner? Est-ce que c'est de viser des gars qui, nonobstant des blessures, tu y vas pour le gros coup de circuit, comme tu as dit, ou sinon, il y a évidemment maintenant la portion popularité, donc le pourcentage qui est mis à côté de chaque joueur qui sont sélectionnés. Est-ce que tu essaies d'aller du même côté que la popularité? Ou au contraire, tu essaies justement de voir c'est qui le joueur peut-être underlying qui peut justement venir, contre toute attente, venir justement battre les autres choix populaires. Un peu des deux, je te dirais, ça dépend c'est qui le joueur. C'est sûr que si tu prends que les joueurs les plus populaires, tu ne seras jamais capable de te démarquer, donc d'aller chercher des précieux points qui te permettent de gagner. De l'autre côté, si tu prends juste les joueurs les moins populaires, ben, il y a une raison pourquoi ils sont les moins populaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les 22 catégories de joueurs et les 3 catégories d'équipes à choisir, on nous donne 5 choix de réponses et on voit les réponses les plus populaires. Donc, il y a des joueurs qui ont 60, 70, 80 qui ont été sélectionnés dans 80 des cas. Et parfois, on a des 2 ou des 3 Donc, cette stratégie-là, c'est vraiment dépendamment des joueurs qui sont disponibles, lesquels qu'on prend. Moi, je vais toujours privilégier celui qui va le moins se blesser et qui a le plancher de performance le plus élevé. En ayant cette stratégie-là, tu t'assures un minimum de points. Ensuite, ben, tu as quand même 5 ou 6 échanges là, au courant de la saison qui te permettent d'échanger un joueur blessé dans la même catégorie, ou bien encore, si tu n'as pas de blessé, de tenter de prendre un joueur qui est plus performant qu'un autre, en prenant des joueurs que les planchers sont assez élevés, généralement, du moins, rendu au milieu de la saison, tes échanges, c'est vraiment juste pour échanger tes blessés. Ce qui fait le plus mal dans ce genre de pool-là. C'est pourquoi le facteur chance est important. Là. On peut essayer de prévoir des blessures, mais si on ne peut pas les échanger à un autre DG, c'est toujours un peu moins dans notre contrôle. Mais regarde, ça fait partie, c'est la beauté de ce genre de pool-là.
si tu décides de prendre des joueurs qui ont une tendance à être blessés très souvent, comme Patrick Laney, ben, à tes risques et périls. Exact. Puis, et pour commencer, on va y aller avec la première catégorie, la course au Art Ross. Les 5 premiers qui sont là, c'est Nathan McKinnon, Leon Draisaitl, Connor McDavid, Nikita Kucherov et Mitch Marner. Je suis quand même curieux. You know, I'm curious. Mitch Marner, je pense pas que c'est une sélection qu'il faut faire. Tu sais, 1%, tu l'as dit tantôt. Je pense pas que c'est un de ces gars-là dans la même catégorie. Je comprends qu'il est dans une autre équipe maintenant, une nouvelle équipe avec Jack Eichel, avec Vegas. Mais qui tu vois sinon dans ces 4 mastodontes-là, justement, venir gagner la catégorie? Je pense pas que tu as de mauvais choix à faire outre Marner. Les 4 autres ont des arguments qui se valent. Si tu vas avec un joueur qui est moins souvent blessé, mais je pense que McKinnon et McDavid sont peut-être pas, sont relativement blessés fréquemment. Draisaitl, Kucherov, beaucoup moins. Par contre, le plafond de McDavid est immensément haut. Même chose pour McKinnon. Personnellement, je pense que j'ai pas le droit de pas y aller avec McDavid. Parce que si McDavid fait 150 points et que Draisaitl en fait 110, ou McKinnon en fait 115, ou peu importe, l'écart de points est tellement important. Je veux dire, tout seigneur, tout honneur, Connor McDavid. Je comprends qu'on peut tenter d'aller chercher d'autres joueurs en espérant que ce soit l'année, mais McDavid est tellement dominant. Quand il fait des points, là, il est tellement, tellement bon. Je vois pas comment on peut ne pas le sélectionner. Année olympique, est-ce que ça va avoir un impact sur ces gars-là avec Kucherov et autres? Ils sont tous aux Olympiques. Kucherov, il dira peut-être pas, on ne le sait pas encore. Ouais, Là, c'est ça va être un sous drapeau neutre ou peu importe. Ultimement, non. Là, ces gars-là, c'est des machines. Ils ont fait des 4 nations l'année dernière, puis ils ont quand même été dominants. McKinnon et McDavid et Marner. C'est sûr que Connor McDavid, bon, 66%, je vais y aller de mon côté avec le camarade. Là, vous allez dire que je suis biaisé. Je pense que Kucherov à 6% est quand même un beau petit bet là, à prendre. Fait que voyons ce que tu veux donner. Même si Connor McDavid, évidemment, là, comme tu as dit, c'est le sure shot. La deuxième catégorie, les machines à marquer, donc des goal scorers, comme on dit en bon hongrois. David Pastrnak, Artemi Panarin, Austin Matthews, William Nylander et Kirill Kaprizov, qui lui, non seulement est à 46%, juste à côté du 42% de Austin Matthews, mais évidemment, Kirill qui vient de signer son énorme contrat et qui peut-être doit prouver justement qu'il mérite tout cet argent cette année. Oui, c'est probablement l'un des meilleurs joueurs de la catégorie, mais à 46%, je trouve ça très élevé pour un joueur qui est fréquemment blessé et qui n'a pas franchi la barre des 100 points très souvent dans sa carrière. 2 années de pace de 100 points, mais il n'a franchi la barre des 100 points qu'une seule fois. Moi, c'est le genre de catégorie dans laquelle il y a une belle opportunité de faire des points supplémentaires. Matthews et Kaprizov sont souvent blessés, ce qui réduit leur nombre de points total. Donc, moi, un gars comme Pasternak qui va faire 100, 105 points, c'est à 5%, c'est un no-brainer dans mon cas. C'est lui que je sélectionnerais. It's a no-brainer. Panarin, les Rangers me demeurent quand même incertains. On a perdu beaucoup de plumes à New York. Est-ce qu'Adam Fox peut revenir? Est-ce que Lafrenière peut bien jouer? Donc, Zibanejad, Trocheck, je trouve que c'est peut-être pas l'année où Panarin va faire 105 points. Il sera pas loin là, de Pasternak. Donc, si vous voulez encore plus un edge, Panarin peut être une option. Pour ce qui est de Nylander, je pense que c'est en termes de plafond de performance, c'est d'être un petit peu plus bas. Je comprends qu'il y en a qui vont voir, ah ben tu sais, Marner, et puis là, il va avoir toute la place. Il y avait déjà toute la place. Nylander était sur tous les avantages numériques. Il jouait déjà sur un trio très offensif. Donc, peut-être le choix qui m'excite le moins dans cette liste-là. Et j'éviterais Matthews et Kaprizov pour les blessures. Fait que Pasternak, même dans une mauvaise équipe, l'année passée, il était dans une mauvaise équipe, puis il a fait ses points. T'es pas si souvent blessé que ça, Pasternak. On C'est un l'a dit dans no-brainer pour l'épisode moi. avec les Bruins, là, justement, c'est un stud. He's a real stud. Le gars, il va te faire Ouais. le 100, 105 points, honnêtement, là, presque un no-brainer là-dessus. Artemi Panarin, peut-être juste la petite question que je vais te poser sur lui, c'est que c'est sa dernière année de contrat. Est-ce que tu crois à ce contract year? Tu sais, les gens, les joueurs qui performent justement ou surperforment lors de leur année de contrat, est-ce que tu crois à cette affaire-là? Ben, en fait, j'en ai parlé avec au podcast de Tout sur le hockey là, cette semaine, puis non, c'est pas, il n'y a pas d'études qui démontrent qu'il y a des anomalies statistiques les années avant la fin d'un contrat, en fait. Il n'y a pas d'études qui démontrent que ça a vraiment un impact sur les performances du joueur en termes de points. Je pense que c'est juste parce qu'on porte plus attention à ça, parce que ça va avoir un impact plus grand sur le salaire qui va être octroyé, ou encore parce que les jeunes joueurs vont avoir des meilleures performances à leur 3e saison, 4e saison dans la Ligue, mais non, ça n'a pas rapport. Là. La dernière année de contrat n'a aucun impact sur... Il n'y
n'y a pas d'impact direct, de corrélation directe entre la dernière année de contrat et une grosse saison d'un joueur. C'est juste qu'on les regarde plus parce que ça a le plus d'impact sur la masse salariale des équipes. Passons au prochain, aux ailiers de luxe, la catégorie 3. Clayton Keller, Mikko Rantanen, Kyle Connor, Jason Robertson et Jesper Bratt. Qui tu préfères dans ce lot qui, évidemment, la popularité de Mikko Rantanen à 68% dans sa nouvelle équipe et le gros choix populaire suivi de Kyle Connor? Ben, je veux dire, dans cette liste-là, tu en as deux pour moi qui se disputent la place. C'est Connor et Rantanen. Mais Rantanen n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix de sélectionner Rantanen ici. Il pourrait faire 100, 110 points. Ce que je ne pense pas que Connor est capable de faire, surtout avec la perte de Healers. On va manquer d'attaque du côté des Jets. Il n'y a pas beaucoup de secondary scoring, ce qui va mettre beaucoup de pression sur Connor et Scheifele. Scheifele et Connor, sont bons, là, sont très, très bons, mais est-ce qu'ils peuvent faire la même chose quand tu affrontes toujours les meilleurs trios adverses? J'ai peut-être un doute à ce niveau-là. Rantanen, s'il va faire 95, 100 points. Rantanen, pour moi, il aurait dû prendre la place à Marner dans la première catégorie. Ça aurait été peut-être plus juste. Plus juste, exactement. Ensuite, pour ce Keller, Robertson, Bratt, pour moi, Robertson est celui qui a le moins haut potentiel de faire 85, 90 points parce qu'il y a Rantanen dans le décor maintenant. Keller, Bratt, c'est peut-être plus des joueurs qui font être à 85, 90, peut-être même pour Bratt, mais c'est pas au niveau d'un 100 points que Rantanen peut venir générer. Ouais, c'est ça la différence avec ces deux gars-là. Moi, je trouve que Clayton Keller et Jesper Bratt, c'est des gars qui, tu sais, bon an, mal an, vont te donner cette espèce de plancher de 85-90. Mais Rantanen, trop un gros coup de circuit. Je pense que c'est merci, bonsoir, on passe à la prochaine catégorie. Je suis d'accord. Agreed. Totally agreed. Prochain appel, joueur complet. Et là, évidemment, il y a une grosse surprise. Premier joueur, Alexander Barkov, Sam Reinhart, Mark Scheifele, Braden Point et Sébastien Aho. Braden Point qui est le premier favori à 47%. Et là, tu as Reinhart et Barkov à 18 et 19%. On va vous le dire tout de suite, Barkov blessé déjà en début de saison. On va en reparler peut-être lors d'un épisode hebdomadaire qu'on va faire justement avant le début de saison pour parler de toutes les blessures qui ont eu lieu et qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur les autres joueurs dans vos pools de hockey, dont Anton Lundell. Mais Barkov, justement, blessé. Donc là, écoute, moi, je sais que Mark Scheifele, on l'a dit dans le podcast et sur l'épisode des Jets, Mr. Consistent. Pour vrai, le coéquipier de Kyle Connor, je pense que ce gars-là, niveau plancher de te donner un 80-85 points, c'est un sure shot là-dessus. Oui, j'adore Scheifele par rapport à ça. Mon choix, j'hésiterais entre Scheifele et Point parce que Point a le potentiel de faire 90-95 aussi. Je ne suis pas certain duquel des deux que je choisirais. Pour le pourcentage, je pencherais vers Scheifele probablement parce qu'il y a juste à 10%, donc il y a un gain de performance intéressant là. Mais je pense pas que Point serait une mauvaise décision. Je pense que même Point pourrait faire. Tu as quand même fait des saisons de 90 et 95 points. Mais bon, le pourcentage me ferait y aller pour Scheifele. Je jouerais les odds, comme on dit. Reinhardt, c'est sûr que la blessure à Barkov va faire très, très mal. Donc, quand tu perds ton premier centre, c'est difficile de produire au même niveau. Et pour ce qui est de AO, c'est l'utilisation que Brindamour fait de ses attaquants qui, pour moi, me le freine un petit peu. Si AO était dans une autre équipe, peut-être que c'est lui que je choisirais. Mais je vais aller avec Scheifele, mais dépendamment d'où est-ce que le 18% de Barkov se dirige, je changerais peut-être mon vote pour Pointe. C'est les deux qui me font hésiter. Mais on joue les odds. On prend Scheifele. Je vais aller avec Braden Point de mon côté. Juste un petit sure shot de ce côté-là, même si Mark Scheifele, Mr. Consistent, est intéressant. Autrement, 5e catégorie, les jeunes centres. Jack Hughes, Nick Suzuki, Tim Stützle, Connor Bedard et Lucas Raymond. Entre toi et moi, je ne sais pas si Lucas Raymond est vraiment un centre. Il ne joue pas vraiment au centre, non? Ça, c'est pas vraiment un centre. Mais bon, RDS, d'accord? Regarde, on va le donner. Évidemment, le numéro 1 ici, Nick Suzuki à 69%. Je pense qu'il y a un énorme biais du fait qu'on est au Québec, on est des fans des Canadiens, mais entre vous et moi, Jack Hughes a beaucoup trop un énorme plafond pour moi. Contrairement à Nick Suzuki, je comprends qu'il a souvent été blessé. Mais même Tim Stützle, en termes de potentiel offensif, je serais curieux de t'entendre là-dessus, mais mon choix, en tout cas, rapidement comme ça, ce serait Jack Hughes. Moi, Jack Hughes est trop souvent blessé pour ce type de sélection-là, alors que Suzuki manque aucun match. Je pense que si tu compares le nombre de points année après année, Hughes a peut-être une saison de
il a fait peut-être plus de points une seule fois que Suzuki dans son ensemble. Stützle, moi, je préfère Suzuki, pour être honnête, là, à Stützle, pour deux raisons. Stützle manque 5, 6, 7 matchs dans une saison, ce qui fait que ça plombe son nombre de points. Et Stützle a une seule saison de 90 points, qui est une très, très bonne saison. Mais les 2 dernières saisons, on est plus aux alentours du point par match. Suzuki a prouvé qu'il était capable de faire mieux dans une équipe qui est en progression. Il n'y a pas de deuxième centre avec les Canadiens. Il n'y a aucune chance que Suzuki se fasse retirer du temps en avantage numérique ou dans ce type de circonstances-là. Donc, avantage à Suzuki dans mon livre à moi. Ouais. Bédard, on n'en parle pas. Le Bédard, je crois que c'est même pas dans la même ligue. Là. Je crois que c'est sexy d'espérer que Bédard explose. Hello. Hi there, sexy. Mais de dire que Bédard va faire 90 points, c'est peut-être audacieux. Et il manque Lucas Raymond qui est le risque que je sélectionnerais si j'en avais un à sélectionner. Il est en pleine progression. Il va faire facilement le point par match. Il pourrait faire un 85, 87, 88 points. Si vous pensez que Suzuki va peut-être avoir un petit ralentissement ou que c'est la saison où il va se blesser, moi, j'irai avec Raymond, même si ce n'est pas un joueur de centre. Mais je dois suivre la masse. Ici, je pense que Suzuki est le seul proven player dans cette liste-là qui a prouvé qu'il était capable de jouer tous les matchs de la saison et qu'il avait une performance, une production qui était stable d'année en année. Jack Hughes, c'est lui qui a le plus gros potentiel, ça, il n'y a aucun doute. C'est lui qui est le plus talentueux aussi de ce groupe-là. Mais, Ouais, OK. mais Non, mais il est c'est trop correct, on souvent aime ça. blessé. Il est On tout aime le temps ça, on blessé. aime ça, gars, c'est correct. Vas-y avec le safe bet. Je vais y aller avec le swing. Swing, bam. On va voir si c'est un swing and a miss avec Jack Hughes, puis voyons ce que ça va donner. Autrement, les centres productifs de la 6e catégorie, Sidney Crosby, Jack Eichel, Dylan Strome, Robert Thomas et JT Miller. Si tu parlais de Suzuki, du moins en termes de constance, je pense que Robert Thomas, malgré qu'il rate quand même quelques games parfois à chaque année, est quand même très constant, je pense, dans le 80. Par contre, je pense que là, la discussion est beaucoup plus du côté de Jack Eichel et Sidney Crosby, qui, eux, sont à 56 et 36 %. Peut-être un petit JT Miller, est-ce qu'il peut retrouver ses belles années de 105, 100 quelques points avec les Rangers maintenant, le nouveau capitaine? Mais puis évidemment, Dylan Strome, qu'on a parlé dans l'épisode de Washington, qu'on pense, toi et moi, qu'il va régresser énormément. Je pense que, par contre, Jack Eichel, malgré les blessures, avec Marner, justement, un vrai gros ailier, un marqueur qui va venir avec lui, ça va faire la différence cette année. Encore une fois, ça vient un petit peu à la discussion de Jack Hughes qu'on vient d'avoir. C'est lui qui a le plus gros potentiel. Fait que moi, c'est pas Jack Eichel que je vais prendre parce qu'il est toujours blessé. But your injury, it requires rest and time. L'année dernière, OK, 94 points, saison extraordinaire. Mais avant ça, il n'avait jamais joué une saison complète ou à peu près. Ça fait en 6 ans, dans les 6 dernières saisons, il y a une seule saison d'en haut de 70 matchs et c'est cette saison. Il va être ultra performant lorsqu'il va jouer, mais c'est pas le joueur vers qui je me tendrais. Moi, j'hésite honnêtement entre Thomas, Crosby et Miller. Ce qui me dérange avec Miller, c'est que je ne sais pas quel genre de JT Miller va se présenter cette année. Ça va Quel être quoi, genre de les lignes? Rangers qu'il va avoir. Il va jouer avec qui? Va-tu jouer avec Will Cool puis Lafrenière ou est-ce qu'il va jouer avec... Fait que Miller me fait un petit peu plus peur. Donc, j'arrive entre Écoute, Thomas et Crosby. si tu me permets peut-être sur JT Miller de ce que tu viens de dire, parce que je suis effectivement d'accord, c'est évidemment le moment du Daily Reminder de Daily Face-Off. Oui, c'est le moment, le Daily Reminder de Daily Face-Off. Faites attention, tu sais, un Will Cool qui joue avec JT Miller puis Mika Zibanejad, c'est pas ça qui va faire en sorte que je vais choisir JT Miller, je pense. Juste à cause de ça, parce que je ne sais pas avec qui il va jouer. S'il joue avec Artemi Panarin, 100% pour moi, c'est un no-brainer. C'est JT Miller que je sélectionne et je cours à la banque. Mais sinon, je pense que ton sure shot, mettons, de Robert Thomas, d'accord. Sidney Crosby, si tu vraiment. Comment t'analyses l'année de Crosby un peu? Crosby, ce qui me dérange de Crosby, c'est qu'il n'y a pas d'équipe. C'est que c'est un joueur extraordinaire. Je comprends qu'il a fait 20 saisons d'un point par match. Puis c'est comme dire, je prends pas Crosby, c'est une erreur. Je sais que c'est une erreur de ne pas le prendre. Mais à un moment donné, je ne peux pas croire que l'âge ne va pas juste un petit peu le rattraper. Puis qu'au lieu de faire 90, qu'il va faire 84. Je pense qu'il va continuer à faire son point par match. Je l'espère du moins. Mais à l'âge qu'il y a aussi les petits bobos, les petites blessures. L'année dernière, il a été un petit peu blessé avec les 4 nations. Cette année, il va aller aux Olympiques. Un joueur de 38 ans qui va aux Olympiques, ça commence à faire beaucoup de matchs dans une saison. Donc, et le pourcentage de Thomas à 5 %, je trouve ça intéressant. C'est un beau edge que de prendre Robert Thomas. Et les Blues ont une meilleure équipe qu'ils en avaient. Les alliés sont un petit peu plus
mature du côté de Saint-Louis. On a quand même Buchnevich qui est là, il y a Carew qui est là, il y a Snuggerud qui s'est fait une place dans ce top 6-là. Fait que moi, puis Thomas, il ressemble un peu à Suzuki dans son type de jeu. Là, il n'est pas très souvent blessé. Fait que j'irai avec Thomas, même si c'est peut-être le choix qui va me valoir quelques tomates. C'est un risque que je suis prêt à prendre sur le fait qu'Eichel va. Le risque que je suis prêt à prendre, c'est de dire que je vais perdre quelques points par rapport à Eichel en début de saison quand Eichel va jouer, versus le fait de prendre Eichel et qu'il se blesse et que je me ramasse à avoir un joueur que je ne peux pas échanger pendant 3 semaines parce qu'il est blessé. Les deux petites choses que je vais dire sur Robert Thomas, par contre, quand tu disais qu'il ne se blesse pas beaucoup, points par match dans les 2 dernières saisons, mais 70 l'année dernière, bon, 82 il y a 2 ans, 73 et 72 dans les 4 autres dernières années. Quand même, j'ai une petite attention. Ce n'est pas un Band-Aid boy à proprement parler, mais c'est sûr que c'est pas non plus Nick Suzuki. Par contre, année olympique, pour un gars qu'on voit quand même et qui se doit de bien jouer pour faire partie des Olympiques, peut-être que Robert Thomas devient intéressant justement à cause de ça. Parce que justement, il doit se prouver à Team Canada puis il va être sélectionné. Est-ce que justement, il va essayer de sortir une grosse année à cause de ça? À suivre. Moi, je vais y aller avec Jack Eichel, par contre, quand même, pour le swing. Il doit Robert. Fair enough. Non, mais c'est le meilleur joueur de cette liste-là. Donc, si tu vas avec le meilleur joueur disponible comme un repêchage, c'est Jack Eichel qui doit être sélectionné. Mais moi, je suis chicken sur le fait qu'il va toujours être blessé. Fait que je vais prendre Robert Thomas. Et là, 7e catégorie, jeune sensation. Juraj Slavkovski, Logan Cooley, Macklin Celebrini, Matvei Mishkov et JJ Peterka. Donc, le collègue, le coéquipier de Logan Cooley, JJ Peterka. Comment tu analyses un peu tout ça? Est-ce que tu y vas pour le camarade Matvei Mishkov qui connaît une grosse 2e saison? Je pense que justement, il y a quelques gars, dont Celebrini et Mishkov, justement, qui arrivent à cette 2e saison et qui, souvent, t'en parles, ils ne sont plus, ils sont beaucoup plus exposés. Je pense que Macklin Celebrini va peut-être être moins être exposé, justement, parce qu'il avait déjà des grosses minutes et un déploiement qui était peut-être déjà un peu plus défensif, peut-être comparé aux autres. Comment tu analyses tout ça? Qui tu penses que, justement, peut prendre le step? Parce qu'un JJ Peterka dans un nouvel environnement peut exploser? Ben, je vais répondre à Peterka en premier. Il jouait sur un premier trio à Buffalo. Il était l'homme de toutes les situations. Ça va être moins le cas à Utah. Il y a eu Logan Cooley dans cette catégorie-là. On a eu Keller un petit peu plus tôt qui a de la place. Dylan Gunter, je crois qu'on va voir un peu plus tard dans le repêchage. Nick Schmaltz, qui est encore un bon vétéran, qui rend de bons services. Je trouve qu'il y a un petit peu moins de place pour Peterka pour être le joueur qui va prendre toute la place. Donc, c'est un joueur dans ce genre de pool-là, que je garderais un petit peu plus on the side. Ensuite, Slavkovski, quelle erreur d'avoir 19%. C'est vraiment la portion fan du Canadien qui est là parce que Slavkovski n'est même pas proche des performances de ces joueurs-là. Ensuite, l'idée entre Mishkov, Celebrini, Cooley, c'est très difficile. Le plus gros risque de ces trois-là, je pense que c'est Mishkov. On ne sait pas exactement de quel côté il va aller. Je lui prédis une progression. C'est un joueur qui a été très, très, très bon, particulièrement en 2e moitié de saison avec Philadelphie. Mais il n'est jamais à l'abri de se faire bencher. C'est ça le danger avec Mishkov. Il n'est pas blessé, mais il ne joue pas. Ouais, mais Tortorella est plus là. Fait qu'est-ce que, justement, il peut avoir un peu plus? Puis, tu sais, Cooley. Rick Tocchet n'est pas reconnu comme étant un entraîneur qui a beaucoup de patience avec ses jeunes non plus. Là, on s'entend. Fait que Mishkov me fait un peu plus peur. Mais il va avoir le first power play. C'est lui qui va avoir le first power play. Cooley puis Peterka à date. Tu sais, évidemment, le Daily Reminder, Daily Face-Off, blablabla. C'est pas eux qui ont le premier power play. Je pense que Celebrini et Mishkov ont beaucoup plus ce upside-là de first power play puis d'avoir vraiment la grosse différence. Fait que même si Mishkov n'est pas... C'est le gars quasiment le plus talentueux des deux. Celebrini est peut-être un peu plus safe. Moi, je vais y aller avec Mishkov juste pour, encore une fois, le swing, le camarade. Écoute, des fois, quand tu fais un pool, il faut que tu y ailles des fois aussi avec un peu de plaisir. Fait que je vais y aller de ce côté-là, même si je pense que Celebrini va peut-être faire plus de points. Je vais aussi prendre Mishkov. Surprenamment, peut-être. J'ai peur des blessures à Celebrini. C'est un joueur qui va être très, très visé chez les Sharks. Il a manqué des matchs l'année dernière. Je pense en termes de performance de points par match, ça va se ressembler. Celebrini va être appelé à jouer dans les deux côtés de la patinoire, tandis que Mishkov, c'est uniquement offensif. C'est un pool de hockey. Dans mon équipe, là, je m'apporte une dynastie, je prends Celebrini les yeux fermés. Mais là, j'ai un pool de hockey, je veux gagner des catégories. Mishkov est à 26% aussi, Celebrini 47%. Je vais prendre Mishkov. En fait, cette catégorie-là, pour moi, c'est tous mes Postlav et Peterka. C'est les deux que je retire. Cooley pourrait être un joueur intéressant à 5%. Je pense que si vous voyez une progression puis que vous dites « Ah, c'est son année »,
peut-être, mais j'aime mieux le potentiel offensif de Michkov que celui de Logan Cooley. Fair enough. On passe à la prochaine catégorie, la catégorie numéro 8, le John Tavares, Nazem Kadri, Elias Pettersson, Brock Besser et Matthew Knies. Et là, Elias Pettersson à 43%, Matthew Knies à 40%, John Tavares à 12%, et un Nazem Kadri à 3%, que toi, je sais que tu aimes quand même beaucoup. Est-ce que tu crois à la résurrection de Elias Pettersson cette année? Il va avoir une meilleure saison que l'année passée, ça c'est indéniable. Ça ne peut pas vraiment être pire, mais il ne reviendra pas un joueur de 100 points non plus. Puis je trouve que est-ce qu'il va devenir un joueur de 65-70 ou un joueur de 80? Ça, c'est un barème qui est très, très difficile à prédire. Fait que pour toutes ces raisons, pour le fait qu'il est très, très populaire, moi, je le laisserais glisser dans ce type de pool-là. Ça ne m'intéresse pas d'avoir le joueur le plus populaire dans lequel je suis incertain. Brock Besser n'a pas les performances pour faire partie de ce groupe-là, selon moi. Donc, ces deux joueurs-là, les deux joueurs des Canucks, en fait, on les écarte. Matthew Knies, je comprends que la perception est que le départ de Marner va y générer beaucoup de performances, mais c'est pas tout à fait ça. L'année dernière, il était de toutes les actions. Il jouait avec Matthews. Il va pas gagner du temps de glace. Il était en power play, donc il va pas gagner plus de place avec les Leafs. Il l'avait déjà. C'est Mathias Macchiarelli qui va gagner peut-être plus de minutes puis qui va être mis de l'avant. Du moins, c'est ce qu'on a vu dans le camp d'entraînement. Donc, Matthew Knies, pour moi, c'est un no-go en ce sens parce qu'à 40%, je vois pas comment il peut faire 80 points. Et là, j'arrive avec deux vieux de la vieille entre Tavares et Kadri. Et je vais choisir Tavares parce qu'il est un joueur qui va être plus proche du 80 que du 70. Tandis que Kadri, j'ai l'impression, du moins dans l'épisode des Flames qu'on a fait, qu'il va être plus près du 73, 74, 75. Donc, le petit edge de 5-6 points pour Tavares, je le prends à 12%. Je trouve que c'est un no-brainer. Et c'en est un qui va gagner du départ de Marner parce que quand Matthews va se blesser, il va se ramasser à jouer avec les meilleurs éléments des Leafs. Et ça, ben, c'est un avantage que Tavares qui est indéniable dans son cas. Puis il n'y a pas vraiment d'autres profondeurs offensives à Toronto. Donc, Johnny Boy, il va être dans mon line-up. Ah, je vais y aller. Je vais être d'accord avec toi pour celui-là. Tu sais, je regardais, j'ai fait mon pool cette fin de semaine, justement, et je regardais le classement de Pool Pro là, sur la petite feuille qui était donnée, puis il était classé à genre 62 points, si je ne m'abuse, là, John Tavares. 62 exactement. Dans ses dernières saisons, je comprends qu'il est rendu à 35 ans, mais tu sais, c'est 74 points, 65, 80, 76. C'est un no-brainer. C'est facile. 12%. Allez-y avec le gars des Leafs. C'est pas si grave que ça. Si vous vous sentez mal d'avoir choisi un joueur des Leafs, on va y aller avec justement du côté de Montréal. I see that you're a Montreal Canadiens fan. Littéralement le nom de la catégorie, du côté de Montréal. Brandon Gallagher, Patrick Laine, Kirby Dach, Ivan Demidov et Zachary Bolduc. Entre toi et moi, on peut passer à la prochaine, puis on dit le camarade. C'est tout. C'est vraiment juste une catégorie donner du love à Demidov. Ça arrive quand même 5% c'est un bon. À Patrick Laine. Il y en a qui croient qu'il est capable. Voyons donc. Patrick Laine, il est tout le temps blessé. Ouais, excusez, là, mais là, non, Lee, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Là. Non, Gallagher, moi, je crois pas... non, mais écoute, je vais pas y croire, mais Patrick Laine, je pense j'ai la misère à savoir sur quel pied danser avec lui, d'essayer d'être un peu optimiste en se disant « Hey, le gars, il est capable. » Mais en même temps, le gars, il a ralenti avec ses blessures. C'est ça le problème. Allez voir les clips en ligne, justement, de lui qui jouait avec les Jets. Il était dynamique, agile. Il était capable d'aller déculotter des défenseurs lorsqu'il les attaquait puis il rentrait en zone adverse. Il ne le fait plus. C'est rendu un Ovechkin dans son bureau, in his office, à la gauche. Il va en marquer. On l'a vu encore en pré-saison avec Demidov qui a mis direct sa palette puis il l'a mis dedans. Ça va être ça toute la saison. Même s'il réussit à jouer un peu plus, un peu mieux en 5 contre 5, Patrick Laine. C'est Demidov qui va y donner anyway. Ouais, c'est Demidov all the way. Passe à la prochaine. Salut Québec, justement, Jonathan Drouin, Jonathan Huberdeau, Jonathan Marchessault, beaucoup de Jonathan finalement dans la Ligue nationale de hockey. J'ai choisi Jonathan. Pierre-Luc Dubois et Alexis Lafrenière. Quand même surpris qu'il y avait autant de Jonathan dans les meilleurs Québécois dans la Ligue nationale de hockey, c'est quand même très drôle. Est-ce que tu choisis un des Jonathan en fait ou tu y vas pour pas Jonathan?
Moi, je vais choisir un des Jonathan, Oh. qui n'est pas Jonathan Drouin. Je comprends qu'il fallait juste qu'il soit dans la thématique. Je pense que pour moi, Drouin et Lafrenière sont off the board dans cette catégorie-là. Ce ne sont pas des joueurs qui ont prouvé qu'ils étaient capables de faire 60 points sur une saison complète. Marchessault, dans mon cas, je trouve qu'il a vieilli, qu'il a ralenti l'année dernière. Il n'y a pas de statistiques qui démontrent qu'il va revenir à ce niveau-là de son 60-65 points d'antan. Et les Prédateurs n'ont pas vraiment beaucoup d'attaques non plus, donc ça va assurément miner sa performance. Et là, il me reste Dubois ou Huberdeau. Je vais tendre vers Huberdeau parce que le ralentissement des Caps me fait peur beaucoup. Parce que Dubois est un joueur qui est relativement inconstant et que je ne vois pas le plafond de Dubois inconstant en ce sens où il y a eu une bonne saison l'année dernière, une mauvaise saison avec les Kings, des bonnes saisons avec les Jets, une mauvaise saison avec les Blue Jackets. C'est pas le plus inconstant de l'histoire, mais quand même. Mais entre Dubois et Huberdeau, je vais prendre Huberdeau. Je trouve qu'Huberdeau a malheureusement plus de potentiel de faire plus proche de 65 que Dubois. Je pense que Dubois est un peu capé à la performance qu'il a fait. Puis il y a tellement de gens chez les Caps l'année dernière qui ont eu des saisons records. On en a parlé dans notre épisode sur Washington. C'est ce que ça me fait peur. Donc, j'ai l'impression qu'Huberdeau va me donner le 60 points que j'ai besoin puis qui va me permettre d'être safe. Fait que je vais y aller sur le fait d'être safe, mais c'est pas... Un peu plus de stabilité avec Calgary, avec un Zane Parek qui peut-être justement va amener un petit peu de côté offensif un peu plus tard dans la saison lorsqu'il va arriver sur le powerplay numéro 1. Dubois, je comprends, c'est celui quand même l'année dernière qui avait connu le moins... la moins grosse career year l'année dernière, puis qui va peut-être refaire ce 66 points-là. Mais tu l'as dit, trop inconstant. Jonathan Huberdeau non plus. Pour vrai, moi, Jonathan Marchessault en espèce de plancher de 55 à 60, j'y crois. Je pense que je comprends que Nashville n'est pas nécessairement nos préférés, mais c'est un gars qui, bon an, mal an, réussit toujours à rester dans ces environs-là. Je pense qu'ils vont essayer de se ressaisir cette année. Ils vont un peu plus se trouver comme ils l'ont fait à la fin de l'année dernière. Je sais que c'est pas tes préférés en général. Je vais quand même y aller avec lui. 9%, peut-être que ça va faire une petite différence. Puis peut-être que pendant l'année, si Dubois joue bien, si Huberdeau joue bien, mais peut-être que je vais aller changer à ce moment-là. Autrement, les Américains. We're Team USA, gathered from all across America. Dylan Larkin, Matthew Tkachuk, Alex DeBrincat, Tage Thompson et Jake Gensel. Évidemment, Matthew Tkachuk ne le sélectionnez pas. Je comprends pas pourquoi il est à 4%. Il est blessé pendant presque toute la saison. Pour ma part, Jake Gensel. Je pense que même si Tage Thompson a un peu... les gens voient qu'il y a un potentiel un peu plus gros. Jake Gensel, c'est un régulier. Peu importe où il a joué. C'était pas juste à cause de Crosby qui faisait des points et on l'a vu une fois qu'il est arrivé en Caroline et à Tampa Bay. Jake Gensel, les yeux fermés ici. Je suis 100% d'accord. Il pourrait faire 90 points en jouant de Kucherov. C'est comme un plancher de 80 points. Il n'y a aucun joueur dans la liste que tu as nommé qui a ce plancher-là. Et lui a le plafond en plus qui vient avec. Donc, Jake Gensel a les yeux fermés. C'est pas une catégorie qui était... C'était pas je pense qu'avec Matthew Tkachuk, il y aurait eu un débat à avoir. Malheureusement, il est blessé jusqu'au minimum là, en décembre. But your injury, it requires rest and time. Parlant de blessés, on parle maintenant des vétérans 12e catégorie. Alex Ovechkin, Steven Stamkos, Patrick Kane, Anze Kopitar et Philip Forsberg. Je disais les blessés parce que, écoute, c'est des gars qui sont un peu plus vieux, ils sont pas à l'abri de blessures. Et évidemment, Ovechkin, l'année dernière, la blessure à sa jambe. C'est pas toujours facile y aller avec des vétérans comme ça. Same old ducks. Philip Forsberg à 59% peut-être est celui qui est peut-être un petit peu moins vieux, plus constant. Absolument. C'est le dynamo offensif aussi pour Nashville. Pour moi, il n'y a aucun doute que c'est Forsberg qui va aller dans cette catégorie-là. Patrick Kane va avoir de la difficulté à faire 60 points. Ovechkin devrait avoir une régression. Stamkos, est-ce qu'on peut encore espérer que Stamkos fasse des points? Ah oui, on peut. C'est grâce à qui? Ça va être grâce à Forsberg. Fait que le dynamo dans cette catégorie-là, ça va être Philip Forsberg. Je vois pas comment un autre joueur peut être privilégié en termes de plafond. Forsberg est peut-être fragile, mais un peu Patrick Kane aussi, Ovechkin aussi. Stamkos, ils ont rendu à cet âge-là, je pense que tous les joueurs sont fragiles. Là. Oh man! What, you think you are not gonna get old, you little bastard? On arrive maintenant aux ailiers de 27 ans ou moins. Brady Tkachuk, Cole Caulfield, Drake Batherson, Brendan Hagel et Martin Necas.
Moi, je vais y aller tout de suite avec Martin Necas. J'aime beaucoup le upside qu'il va avoir en premier trio avec Nathan McKinnon. C'est le nouveau Mikko Rantanen. Peu importe s'il peut atteindre des niveaux de Mikko Rantanen, c'est lui qui va avoir toutes les grosses minutes. Je comprends que Cole Caulfield, là, encore une fois, le petit côté Montréal, Canadien, Fafan. I see that you're a Montreal Canadiens fan. Puis c'est pas méchant là, quand je dis Fafan, c'est vraiment juste que des fois, on le fait avec un peu les yeux fermés. On a un amour aveugle envers les canaux, notre sainte flanelle. Mais Cole Caulfield à 54% est trop élevé, puis Martin Necas a un plus gros upside. J'aime bien les cash. Moi, je vais y aller avec Braden Eagle à 7%. Anneli qui avait 90 points l'année dernière, qui est un gars qui joue sur l'avantage numérique du Lightning, un Lightning amélioré aussi. Je pense que Eagle va profiter aussi de la faiblesse de la division Atlantique, les blessures à des joueurs étoiles des Panthers, la perte de Marner à Toronto. Ça va donner beaucoup de place offensive là, au Lightning. Donc, je vois Eagle gagner sa part de points ici. Batterson aurait été pas un mauvais choix s'il n'avait pas été blessé en début de saison. Caulfield t'en a parlé. Pour moi, Brady Tkachuk n'a pas un plafond aussi élevé qu'Eagle. Je ne vois pas Brady Tkachuk faire 90 points. Donc, je vais y aller avec Braden Eagle pour ces raisons-là. Mais Necas était mon autre choix. Je vais juste jouer les odds avec un Eagle à 7% versus un Necas à 30%. Mais je pense que les deux joueurs s'équivalent dans cette catégorie-là. Advienne que pourra savoir qui va faire le plus de points. Si les deux sont en santé, il ne devrait pas avoir un si gros écart entre les deux de toute façon. Ouais, un Braden Eagle, par contre, sur un deuxième trio, ça me fait un peu plus peur. I'm so scared. Nouvelle garde, Marco Rossi, Dylan Holloway, Matt Boldy, Seth Jarvis et Wyatt Johnston. Et là, je pense qu'on va avoir des bonnes discussions à avoir. Évidemment, deux gars de Minnesota ici, Wyatt Johnston que tu adores, Seth Jarvis que tu m'as aussi dit que tu adores. Dylan Holloway, écoute, quel jeu ils ont fait pendant la pré-saison, Dylan Holloway et Jordan Kyrou. Comment tu vois tout ça, dans le fond? Qui tu préfères dans ces jeunes loups? J'aime moins Marco Rossi. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute que Rossi n'est pas le joueur que je vais sélectionner. Il dépend trop de ses alliés pour performer, dont Boldy qui se retrouve dans la liste. Boldy, je l'aime bien. Je trouve que son plafond est relativement limité. Je ne vois pas ce joueur faire 90 points. Il peut peut-être en faire 80. On s'entend que c'est très, très bon. Mais j'ai quand même crainte que son plafond ne soit pas aussi élevé que ce qu'on espère. Même chose pour Dylan Holloway. Je crois qu'il y a un plafond qui est quand même... C'est élevé de faire 75-80 points, mais est-ce qu'il peut vraiment exploser ce plafond-là? Je ne pense pas que Holloway, du moins, c'est cette saison s'il a la chance de le faire. Il a fait une soixantaine de points l'année dernière, donc je pense que c'est 62 ou 63 points. C'est passé de 63 à 85, là, c'est vraiment un très, très gros step. Ce qui me laisse entre Jarvis et Johnston. Ce qui est fâchant dans cette catégorie-là, c'est que j'aime beaucoup le potentiel de Johnston, mais Jarvis, c'est comme le sure shot à 75 points, ce que Johnston ne me donne peut-être pas. Et je pense que Jarvis peut faire 80-85 aussi. Johnston peut faire 95, mais est-ce que c'est cette année, dans 2 ans ou dans 3 ans? C'est peut-être un peu plus difficile. Donc, je vais y aller avec Jarvis, mais à contre-cœur. C'est une catégorie qui est probablement la plus difficile, mais j'aime beaucoup cette Jarvis dans l'équipe dans laquelle il se retrouve. Avec Nicolas Ehlers, est-ce qu'il peut faire encore mieux en powerplay? Potentiellement. Donc, je vais y aller avec Jarvis, mais c'est par un ongle d'orteil. C'est vraiment pas par un cheveu. Allez-y avec toute la peau des fesses, la peau des dents, whatever. C'est vraiment très, très peu. Il n'y a pas de mauvais choix, tant qu'à moi, entre Boldy, Jarvis et Johnston. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Un Matt Boldy dans les 2 dernières années, 75-73, malgré des blessures de Kaprizov. Cette année, il va jouer avec Kaprizov. Un Rossi qui, je sais que tu l'aimes pas, mais quand même, qui lui va amener un peu plus d'offensive qu'un Joel Eriksson Ek à cette ligne-là. Wyatt Johnston, c'est son déploiement. Un deuxième trio. Je comprends qu'il va avoir le power play, mais en deuxième trio, là, je le sais, je ne vais pas faire un autre daily reminder de Daily Face-Off, mais il joue en ce moment avec Maverick Bourque, puis là, je m'excuse, je pense que c'est Justin Rikovian. By the way, gars de... Non, mais là, c'est la line-up des matchs pré-saison. Là. Oui, mais justement, je me demande c'est qui va aller là, parce qu'on a parlé de blessure, on va en reparler à un autre moment donné, là, mais
écoute, ce gars-là essaie vraiment. Puis, by the way, c'est un gars de l'île Bizarre, donc Justin Ricovian, qui a quand même joué avec le Lac Saint-Louis. Puis là, l'année dernière, 60 en 67, jouait avec un Maverick Bourg, 18 buts en 14. Mais tout ça pour dire que ça me fait peur, un Wyatt Johnson avec une ligne comme ça, versus, mettons, un Matt Boldy et un Seth Jarvis. Tu vas y aller avec Jarvis, je vais y aller avec Boldy. On verra ce que ça va donner par la suite. We'll see you again. Maintenant, 15e catégorie en progression, Mason McTavish, Adam Fantilli, Logan Stankoven, Will Smith et Leo Carlson. Ben des gars que toi puis moi, quand on s'est parlé des équipes par équipe, on avait quelques flags justement, autant sur un Mason McTavish, un Leo Carlson. Logan Stankoven aussi ne m'inspire pas tant que ça cette saison. Non, pas du tout, là. Honnêtement, Adam Fantilli ou Will Smith, moi, je me viendrais un peu plus Absolument. titiller. Will Smith, par contre, encore une fois, déploiement, je suis pas certain. Je pense qu'il y a Adam Fantilli, puis ça va être ça. Exact. Je pense qu'Adam Fantilli, c'est le choix sûr en termes de plancher et de plafond. C'est peut-être pas lui qui a le plus haut plafond de ce groupe-là. Je pense que Will Smith a le plus gros plafond en termes de performance de points. Là. Cette année, s'il joue avec Celebrini et Eklund ou Celebrini, Foley et autres, il y a une très, très bonne fin de saison. Fantilli aussi remarque, mais Fantilli est un peu coincé derrière Sean Monahan, Boone Jenner, un petit peu plus de vétérans à Columbus qui va peut-être ralentir le nombre de minutes qu'on va lui donner. Mais tu sais, je veux dire, Adam Fantilli, c'est aussi le plus vieux des deux, Lance Smith et Fantilli. Un joueur qui a fait 30 buts l'année dernière, même si ça a été fait par la peau des fesses. On ne peut pas ignorer la performance que Fantilli a eue. Et Sean Monahan, en santé pendant presque toute une saison, c'est pas arrivé souvent. Fait que c'est peut-être le temps que Monahan se recasse un orteil et que Fantilli prenne officiellement le premier trio. Donc, je vais y aller avec Fantilli, mais Will Smith à 6% là, aurait été quand même. Jusqu'à un moment donné, je ne peux pas toujours prendre des joueurs à contresens. Donc, je vais me laisser une gêne ici, mais c'est un joueur qui me travaille et que je regarderai attentivement en courant de saison. McTavish n'est pas un si mauvais choix non plus, mais là, pas de camp d'entraînement ou un camp d'entraînement écourté, là, ça va devenir un peu plus difficile pour lui de commencer la saison sur les chapeaux de roue. Et dans ce genre de poule-là, quand tu es largué, c'est terminé. Donc, j'irai avec le joueur qui a plus de chances de commencer l'année en feu, c'est Fantilli. Écoute, si justement que lorsqu'on va arriver au changement, les périodes justement qu'on va pouvoir faire un changement, on va peut-être faire un épisode justement ou peut-être avoir un moment de notre épisode hebdomadaire où on va vous parler du pool RDS et savoir qui vous devriez changer à ce moment-là. Autrement, nouvelle catégorie, la 16e, nouveau départ, des gars qui sont dans des nouvelles équipes. Jonathan Toews, Nikolai Ehlers, on venait d'en parler, Trevor Zegras, Chris Kreider et Mathias Machelli. Évidemment, Nikolai Ehlers, 77%, on vient d'en parler, va arriver dans une bonne équipe, dans de bonnes dispositions. 77%, c'est quand même énorme. Est-ce que c'est quand même ton choix? Pour moi, Machelli, Kreider n'a pas de chance de faire vraiment 60 points cette année. Donc, c'est pas des joueurs que je vais regarder. Jonathan Toews, encore plus. À 4%, je suis surpris qu'il y ait plus de gens qui aient pris Toews que Kreider et Machelli ensemble. Ça, c'est surprenant. Ouais. Ensuite, entre Zegras et Ehlers, bon, est-ce que Zegras peut faire 60 points comme il les a déjà fait? Je pense pas. C'est comme ça serait surprenant, tandis que Ehlers pourrait faire 80 points s'il joue toute la saison. Je comprends que c'est un joueur qui est souvent blessé, mais même s'il est blessé, là, je pense qu'à la fin de la saison, tous ces joueurs-là, même si Ehlers est blessé, que tous les autres joueurs jouent les 82 matchs de la saison, Ehlers va quand même finir avec plus de points. Pour moi, c'est vraiment un no-brainer d'aller chercher Ehlers ici. It's a no-brainer. Il va jouer avec Ao, Jarvis. Ça a un avantage numérique dévastateur. C'est un no-brainer pour moi pour Ehlers. Honnêtement, le seul qui me tenterait là, d'essayer puis de dire non, fais pas ça. Fais pas ça. C'est Mathias Machelli. Tu penses que Machelli peut faire 65 et 70 points? En fait, c'est que je pense que oui. Je pense que ce gars-là est capable. C'est premièrement, Machelli, une des seules choses qui fait qu'il est incroyable, c'est que c'est un passeur hors pair. Dans des saisons où il jouait avec Arizona, où il n'y avait pas nécessairement des gros coéquipiers, des gros marqueurs, il faisait quand même du 40 et 38 passes. Et là, il va être avec Matthews, un des meilleurs marqueurs, sinon le meilleur marqueur de la Ligue. D'avoir un 50 passes puis un 10 buts, c'est pas inimaginable. Mais il n'y aura pas de power play, c'est ça qui me fait peur. C'est la seule chose. Regarde les stats de Jonathan Drouin. Machelli ne peut pas vraiment faire mieux que ça. Là.
il ne jouera pas avec une équipe qui est plus talentueuse offensivement. Puis je pense, est-ce que c'est un meilleur passeur que Drouin? Je pense pas, ou sont semblables. Pars de ce principe-là, puis dis-toi, est-ce que ces statistiques-là sont meilleures que celles que Nicolas Ehlers va faire? Moi, je dis non. Non, c'est ça. Mais comme je disais, c'est peut-être juste celui qui m'aurait tenté d'être à contre-courant de tout le monde. Mais autrement, Nicolas Ehlers. À course au Norris, on passe aux défenseurs. Victor Edman. On peut-tu passer au prochain? Oh, no. Well, we won't argue about it. Hein? On s'obstinera pas sur on fait le celle-là. prochain. Là. Kel McCarr, merci, bonsoir. T'as pas Quinn Hughes qui, selon toi, non. peut... Alors, voyons donc. Oh, no. Même pas proche. Non. Ben, même pas proche. Il faut que McCarr se blesse, puis que Hughes joue tous les matchs de la saison, puis que Hughes joue une saison exceptionnelle. McCarr est ben trop fort. Oubliez Bouchard, oubliez Fox, oubliez Edman. C'est McCarr. Il est tellement dans une autre ligue. Là. Je suis désolé, mais il n'y a pas un défenseur qui est meilleur que McCarr. McCarr pourrait être dans plusieurs autres catégories et être meilleur que les attaquants. Fait que Merci. je suis désolé, là, mais. OK, parfait. Je suis un vrai fan de McCarr. Là. OK, ben c'est correct. Je pense que c'est quand même. Il peut se blesser. Tu l'as dit, c'est peut-être la seule petite chose, mais encore là, prenez McCarr, allez le changer. Ça, c'est justement une bonne utilisation de votre changement pendant l'année. Autrement, 18e catégorie, Hudson, Dobson ou. Et là, évidemment, vous aurez deviné qu'il y a Hudson et Dobson dans cette catégorie. Jake Sanderson, Rasmus Dahlin et Zach Werenski. Gros pourcentage pour Lane Hudson. Je pense que tout le monde le voit très élevé, Lane Hudson, cette saison. Est-ce que tu penses qu'il va être encore bien protégé par le Canadien de Montréal, qu'il va être dans toutes les bonnes dispositions? Et est-ce qu'il va dépasser un gars comme peut-être Werenski? Je sais que Werenski est toujours blessé. Est-ce que c'est lui qui a le plus haut plafond ou c'est Hudson qui a le plus haut plafond? Là, en termes de plafond, Werenski a fait 1 point par match l'année passée. T'sais, Hudson, vas-tu vraiment faire 1 point par match? C'est vraiment une grosse. C'est énorme là, de faire cette commande-là à Hudson. Moi, je pense que Hudson va avoir une saison qui ressemble à celle qu'il vient de faire en termes de performance. Et ensuite, il va commencer à prendre des steps supplémentaires. Malgré le powerplay? 60... Malgré le powerplay, parce que l'année prochaine, il va avoir le powerplay au complet. Là. Oui, malgré le powerplay, ça va se ressembler. Il y avait beaucoup de passes secondaires. Il était quand même protégé offensivement au début de saison. T'sais, à un moment donné, les équipes vont se timer aussi, puis ils vont le regarder de plus près, ils vont le brasser un peu plus comme on a vu dans les matchs pré-saison. Donc, je crois qu'il va faire semblable. Il peut faire 70, oui, mais plus que ça, c'est peut-être beaucoup demandé. Noah Dobson, n'en parlons pas, il n'est pas sur l'avantage numérique. Donc, pour moi, il ne fait pas vraiment partie de l'équation. Mais tu sais, Hudson, Jake Sanderson, qui va faire le plus de points entre les deux? Ça risque d'être proche. Ils ont 2 équipes semblables. Ils ont 2 très, très bons avantages numériques. Ils vont se ressembler en termes de points. Dahlin, je trouve qu'il est très bas à 5% pour un gars qui fait 70-75 points. Moi, c'est mon choix, Rasmus Dahlin, dans cette liste-là, parce qu'il est exceptionnel. Je comprends qu'il joue avec les sabres, mais je m'en fous. Je veux juste qu'il fasse des points. Puis il va faire son 70-75. Donc, je crois que c'est ce genre de joueur-là qu'on veut dans ce type de pool-là. Werenski à 18% me fait juste peur parce qu'il est continuellement blessé. S'il n'est pas blessé, ça va être le meilleur joueur de ces 5-là. Mais s'il est blessé, il va perdre vraiment beaucoup de points. Donc, moi, j'irai avec Dahlin. Je ne vais pas dire les yeux fermés, mais ça me paraît être le choix le plus logique par rapport au pourcentage qui lui est donné, par rapport aux performances qu'il a, puis par rapport au fait que Dahlin va avoir toutes les minutes du monde entier avec les sabres. Je vais y aller pour ma part avec Zach Werenski. Je vais y aller pour la blessure. T'es pas un Hudson fan, finalement. Oui, je suis un Hudson fan. À I see that you're a Montreal Canadiens fan. 100%, c'est un des joueurs que j'adore. Je voudrais qu'il soit incroyable à Montréal. Je pense qu'il est capable d'aller frôler le point par match. Juste à cause du fait que c'est sa 2e année. Je pense qu'il y a des joueurs là-dessus, comme tu l'as dit avec Dahlin, qui a un historique, justement, d'y aller peut-être un petit peu plus safe. Werenski, ce que j'aime, c'est qu'il l'a prouvé qu'il était capable d'avoir ce plafond-là. Je pense que c'est une belle catégorie à venir essayer, justement, un petit coup de circuit. À venir changer pendant l'année puis de faire un changement. Si Werenski est blessé, par exemple, je vais peut-être y aller, je vais me brancher derrière un Hudson puis un Dahlin, mais lorsqu'il va être sur la glace, Werenski, il est dominant, Werenski. Puis c'est ce qui fait mon choix. Et là, je pense pas que c'est un mauvais choix. Là. Non, exactement. C'est un ou l'autre, tant qu'à moi. Hudson est une petite coche en dessous. C'est peut-être pas une valeur sûre, mais cette prochaine catégorie, ce sont supposément des valeurs sûres. À 19e, Erik Karlsson, Roman Josi, Mikhail Sergachev, Shea Theodore et Moritz Seider. Et là, c'est pas pour toi, mais explique-moi qu'est-ce qu'il y a de safe là-dedans. Des choix qui ne sont pas sûrs. He's not safe.
avec un Shea Theodore qui est toujours blessé. Roman Yossi qui pourrait, j'adorerais prendre, je pense qu'il peut revenir, mais qui a été blessé l'année quand même un peu. Eric Carlson, on le connaît, c'est une montagne russe, je sais pas trop. Moritz Seider, un peu plus safe, mais on en a parlé dans notre épisode justement avec les Red Wings qui va être un peu trop de tous les instants chez les Red Wings, puis va venir un peu plafonner. Et Mikhail Sergachev, le camarade, qui quand même va avoir un beau déploiement avec l'Utah. Honnêtement, un Mikhail Sergachev, Roman Yossi, pour moi, serait ma sélection. Je sais que Shea Theodore pourrait être capable d'être meilleur de tous ces gars-là parce qu'il a le talent, mais il est toujours blessé. Cette fois-ci, je ne prendrai pas la chance. Fait que peut-être un... Il est vraiment toujours Hey, blessé. toujours Toujours, blessé. J'ai pris toujours. un Noah Hanifin dans mon pool parce que je sais que Shea Theodore va être blessé puis c'est lui qui va prendre les minutes. Honnêtement, je pense que je vais y aller avec Mikhail Sergachev. Je pense que c'est Ben lui oui, qui va avoir of les course. belles minutes. Ben ouais, non, mais gars, des fois, hein, le petit camarade, Sup, comrades? le petit côté de plus, justement. Mais je pense que Roman Yossi va connaître une énorme saison cette saison. Moi, je vais y aller avec Yossi pour les raisons que tu as exprimées. Je pense que Yossi a plus le potentiel de faire 65 points dans cette liste-là que Sergachev. Sergachev, on en a parlé dans l'épisode de l'Utah, peut-être plus un plafond de 57-58, ce qui est très bon, qui est le deuxième, selon moi, le meilleur joueur de cette liste-là. Theodore, c'est le meilleur joueur, mais en termes de points, là, mais il est vraiment, vraiment toujours blessé. Carson, je ne sais même pas s'il va faire 50. Seider, il ne fera pas 50. Donc, on va y aller avec Yossi pour la pérennité de Roman. Pour la pérennité de Roman, j'aime ça. Quel beau surnom. 20e catégorie, on approche de la fin avec la course au Vézina cette fois-ci. Sergei Oh, what's his name? Poplinsky? Bobrovsky! Bobrovsky! The number one cop on the force, Bobrovsky! Bobrovsky! You're an embarrassment to the department, Bobrovsky! You're not off the case, Bobrovsky! Bobrovsky! Bobrovsky, Connor You're off the Hellebuck, case, Bobrovsky. Connor Hellebuck, Andrei Vasilevski, Igor Shesterkin et Jake Oettinger. Premièrement, j'adore voir autant de camarades dans une si belle sélection de courses au Vézina. Greetings, comrades. Connor Hellebuck à 60%, Jake Oettinger à 24% et Sergei Bobrovsky à 11% sur les 3 premiers choix. Mais si vous avez écouté notre épisode, justement, des gardiens de but, notre épisode spécial, je pense que vous avez remarqué qu'on avait une petite préférence pour Andrei Vasilevski. Je pense qu'il s'est blessé un tout petit peu. C'est encore en jour au jour pour Andrei Vasilevski. Mais pour moi, pour vrai, là, ça va être Andrei Vasilevski, contrairement à Jake Oettinger et Connor Hellebuck pour cette saison. Moi, j'hésite entre Vasilevski et Oettinger parce que c'est évidemment les victoires qui comptent. Donc, qui est-ce qui va faire plus de victoires entre Oettinger et Vasilevski? Ça va être très serré, mais je vais jouer les pourcentages, puis je vais y aller avec Vasilevski aussi avec le 2%. Mais Oettinger est pour moi, est nez à nez. Hellebuck, les Jets sont vraiment pas l'équipe aussi forte que l'année dernière. Il a joué il y a une saison de rêve, là, mais c'était vraiment... On l'a expliqué dans l'épisode des Jets de gardien, je veux dire, c'était une saison extraordinaire parmi plusieurs saisons de plus 36-37 victoires. Bobrovsky avec les blessures des Panthers, de toute façon, les Panthers en saison régulière n'ont jamais été ultra dominants. Shesterkin des Rangers, est-ce qu'ils peuvent vraiment être meilleurs que le Lightning et ou les Stars? Je pense pas. Non, mais là, Donc, je vais y aller avec Andrei Vasilevski. Je vais y aller avec Jake Oettinger d'abord, juste pour être en désaccord avec toi, mais aussi parce que année olympique, on l'a dit, je pense que c'est le genre de gars qui se doit de bien performer s'il veut peut-être avoir le poste de gardien de but. Et ça m'intéresse. Je pense qu'il y a vraiment une chance de tasser le Buck. On s'en fera un épisode éventuellement. On s'en fera un autre épisode. Je sais pas s'il a la chance de le faire, mais s'il y a un joueur qui est capable de tasser Connor Hellebuck, c'est Jake Oettinger. Fait que je vais y aller avec lui juste un peu pour être contre toi là-dessus. We'll see you again. Et là, des gardiens fiables, on rentre avec Darcy Kemper, Ilya Sorokin, Logan Thompson, Mackenzie Blackwood, Philip Gustafsson. Encore une fois, si vous avez écouté notre épisode spécial gardien, vous le savez, Logan Thompson, on n'y croit pas de notre côté. On ne voit pas que les Capitals répéter ce qu'ils ont fait l'année dernière. Mackenzie Blackwood, si j'avais à deviner ton choix, j'irais avec Mackenzie Blackwood. Est-ce que j'ai raison? T'as absolument raison. Yeah! Blackwood, en fait, je sais que c'est pas le meilleur gardien de but, mais il joue dans la meilleure équipe. Il va faire toutes les victoires de l'Avalanche.
il va être de toutes les actions. Colorado a une grosse équipe, donc je vais y aller avec Blackwood. J'aurais pris Blackwood avant Bobrovsky dans l'autre catégorie. J'aurais hésité, là, j'aurais probablement pris Vasilevsky ou Oettinger quand même avant, mais je prendrais Blackwood avant Hellebuck dans ce type de catégorie-là où est-ce que c'est les victoires, parce que l'Avalanche te donne un minimum sûr. Et Winnipeg, tu le sais pas. Oui, Hellebuck est bon, mais peux-tu faire juste 34 ou 35 victoires dans une saison, puis Blackwood en fait 38? Est-ce que c'est utopique de dire que Blackwood peut faire 40 victoires, sachant que Georgiev en a fait 43 il y a quelques années? Non. Est-ce que Hellebuck va refaire 43 victoires? Moi, je pense pas. Donc, je vais y aller avec Blackwood pour cette catégorie-là. Puis je vois pas quel autre gardien va être du même calibre que Blackwood lorsqu'on regarde que les victoires et non pas les talents et les techniques des gardiens directement. Je suis quand même curieux, quand même, au moment où on enregistre l'épisode, qui est le 1er octobre, il y a quand même quelques rapports qui disent qu'il va peut-être manquer le début de la saison, Mackenzie Blackwood, mais je pense que même s'il rate un match ou deux, ou peut-être quelques-uns, va quand même être le meilleur gardien de cette sélection-là. Peut-être un Philippe Gustafsson. Je sais que lors de l'épisode des gardiens, j'ai été un peu raide à ton égard, envers ton appréciation de Philippe Gustafsson. Mais j'aime quand même l'équipe. J'aime quand même beaucoup la défensive aussi du Minnesota, mais je pense pas qu'ils vont gagner autant de matchs. Puis au bout du compte, des gardiens de but, c'est l'équipe et c'est les victoires. Donc, Mackenzie Blackwood pour cette catégorie. Et là, le roi du Nord. Les gardiens de but des équipes canadiennes. Thatcher Demko, Linus Ullmark, Samuel Montembeault, Stuart Skinner et Dustin Wolf. Et là, pour cette catégorie-là, je te demande, ma question va être très simple. Est-ce qu'on a raison d'avoir un petit billet fanatique, justement, envers le Canadien de Montréal et de croire que Samuel Montembeault pourrait être le meilleur de cette catégorie-là? Il est le choix populaire à 52%, suivi de Dustin Wolf à 20% et de Linus Ullmark à 13%. Absolument. Moi, je vais y aller avec Montembeault. C'est lui qui me paraît le choix le plus safe en termes de nombre de départs et de nombre de victoires qu'il va faire avec son équipe. Demko, on ne sait pas exactement quel type de gardien il est maintenant en revenant de sa blessure. Et j'ai vu quelques séquences de matchs pré-saison. C'était pas toujours chic. Linus Ullmark, avec les Sens, il y a la menace de Merilainen qui est là. Ullmark n'est pas un gardien de but qui va... Ce que je veux dire, c'est qu'il ne va pas être dans les filets 61 matchs dans une saison, ce que Montembeault a plus de chances de faire. Et je pense que les Canadiens, une équipe équivalente ou meilleure ou un petit peu moins bonne, sont vraiment dans les mêmes eaux que les Sénateurs. Dustin Wolf, très bon gardien, mais les Flames n'ont pas une très bonne équipe. Ça va être ensuite la situation avec Rasmus Andersson aussi, donc qui risque de ne pas aider la défensive des Flames. Donc, je ne suis pas très, très fan de Wolf pour cette raison-là, dans ce type de catégorie-là. Là, il me reste Stuart Skinner a été une possibilité, mais les Oilers viennent d'aller chercher Connor Ingram. Écoute, à l'heure où on enregistre, ça fait à peu près 1h30 que ça a été fait. Donc, ils viennent d'aller chercher Connor Ingram. Clairement, c'est dans un objectif de ne pas tout mettre tout mettre les œufs dans le même panier de Stuart Skinner. Donc, Montembeault, Monty, je ne vois pas pourquoi je ne le prendrais pas. J'essaie de m'enlever l'aspect fanatique puis de dire que même si les Canadiens perdent, c'est pas grave, mais j'aime beaucoup Montembeault. C'est un gardien de but qui est souvent entre les poteaux, qui joue dans une équipe qui s'améliore, dans une division qui s'est affaiblie quand même au courant de l'été. Outre le Canadien, les autres équipes se sont quand même affaiblies. Why not Coconut? J'avais eu la chance de le rencontrer, Samuel Montembeault, en personne. Chic type, mais ça montre justement à quel point, entre les deux oreilles, je pense franchement qu'il peut être un excellent gardien de but. Et comme tu as dit, il va avoir le volume de départ. Et là, on arrive un peu dans la même catégorie, parce que si on disait que les gardiens de but sont un peu tributaires de la performance de l'équipe, on arrive dans les choix des équipes, la 23e catégorie. Et là, c'est la même catégorie canadienne, donc la soirée canadienne. Canadiens de Montréal, Sénateurs d'Ottawa, des Maple Leafs de Toronto, Flames de Calgary et Canucks de Vancouver. Qui tu penses va avoir le plus de victoires cette saison? Ah, c'est les Maple Leafs, voyons donc. I see that you're a Montreal Canadiens fan. Je veux dire, j'aime bien le Canadien, mais les Leafs sont encore une très, très grosse équipe. Ils ont une bonne défensive maintenant. Ils ont un bon duo de gardiens. Il y a encore Matthews, Nylander, Tavares, Nyes. Ils ont quand même encore une très bonne équipe. Toronto, la défensive de Toronto à celle de Montréal? Un Jake McCabe, Kristanev, Morgan Riley, Brendan Carlo, Oliver Ekman-Larsson, Simon Benoît. T'aimes mieux cette défensive-là avec Greg J'ai pas dit que je l'aime. Ça?
Ben, je sais pas si j'aime mieux la défensive des Leafs. Ils ont peut-être moins de potentiel offensif, mais j'aime vraiment mieux les vedettes offensives des Leafs. Là. Je veux dire, nous, on s'excite parce que Suzuki a fait 80, 89, 90 points la première fois en 30 ans. Les Leafs, ils en ont 4 des joueurs de ben, je veux dire, offensivement, les Leafs sont très, très forts. Dans les filets, ils ont un tandem de gardiens aussi. Ils sont beaucoup moins fragiles au centre du côté des Leafs. Ils ont 2 centres. Ils ont un deuxième centre. Leur deuxième centre, c'est John Tavares. Là. C'est pas Ticoun au coin de la rue. Les Leafs sont très, très bons en saison régulière. Là. Ils vont être des rouleaux compresseurs contre des équipes plus faibles. Les Canadiens, oui, le potentiel est là et oui, on n'est pas loin de devenir une bonne équipe. Mais avant de dire qu'on va finir, il faut déjà qu'on finisse en avant d'Ottawa, chose qu'on n'a pas fait l'année dernière. Les Leafs sont encore la meilleure équipe. Calgary, Vancouver, on n'en parle pas. Là, ils ne feront même pas les séries. Donc, pour moi, c'est les Leafs qui sont les meilleures équipes. J'ai de la misère à sélectionner Toronto, même si je sais que tu as raison, même si je sais que tout ce que tu as dit est juste. J'ai de la difficulté. Prends-les les sénateurs. Non, je ne prendrai pas plus les sénateurs. Je vais aller avec le choix Fofan. C'est le choix Fofan du Grand Pool RDS et il est arrivé là. Ça va être le Canadien de Montréal pour moi, juste parce que c'est ça. Choix Fofan. I see that you're a Montreal Canadiens fan. On peut passer au meilleur de l'Est maintenant. Qui va trôner en haut de la conférence de l'Est? Les Devils du New Jersey, les Hurricanes de la Caroline, les Panthers de la Floride, le Lightning de Tampa Bay ou les Capitals de Washington. Et quand même, quelques équipes des Devils, pas certains qui vont réussir à faire une année rebond et revenir dans les hauts classements de la conférence. Les Capitals, on en a parlé quand même assez souvent, toi et moi. On n'y croit pas. On pense pourrait manquer les séries, je ne serais pas surpris. Là. Ben, exactement. Les Panthers de la Floride, ils ont fait un three-peat. Tu sais, un moment donné, est-ce que Barkov est blessé? Est-ce que ça va les rattraper? Les Hurricanes se sont améliorés. Et Ketchuk sont blessés. Là. C'est quand même quasiment 20 millions de la masse salariale qui est blessée pour une longue période. Là. Ça laisse un peu le Lightning et les Hurricanes. Qu'est-ce que tu en fais de ces deux équipes-là? Écoute, le Lightning a toute une équipe, mais je vais y aller avec les Hurricanes parce qu'ils ont un système excessivement hermétique défensivement. Ils ont ajouté un peu de puissance à l'attaque avec Ehlers. Ça leur fait quand même plusieurs bons attaquants. Si Frédéric Anderson demeure un peu en santé, ils vont avoir un très bon duo de gardiens aussi avec Kochekov. Donc, je vais y aller avec les Hurricanes pour gagner ce genre de... Je pense pas qu'ils vont gagner la Coupe Stanley des Hurricanes, mais je pense que Tampa Bay va gagner la Coupe Stanley. Ça va être ma prédiction du jour, mais... Fait que tu penses que le Lightning va gagner la Coupe Stanley, mais ne va pas gagner la conférence? Un peu comme les Panthers dans les dernières années. Ils vont finir par s'asseoir un peu en... Ils vont tomber sur un pilote automatique où est-ce qu'ils vont s'assurer de faire les séries et d'être bien positionnés sans jamais tomber en bas des séries, sans jamais être premier. Oui, je vais aller avec les Kings, mais mon choix de cœur aurait été le Lightning, mais à 8%, ça aurait été intéressant. Mais là, je ne peux pas prendre Vasilevski et le Lightning, ça va me faire perdre trop de points. Ouais, puis en plus, j'aime beaucoup, comme tu as dit, la profondeur des Hurricanes versus celle du Lightning. C'est deux bonnes équipes avec d'excellents coachs, mais je vais préférer aussi les Hurricanes dans cette catégorie. Et on arrive au meilleur de l'Ouest. Best in the West. Les Jets de Winnipeg, l'Avalanche du Colorado, les Oilers d'Edmonton, les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas. Et là, on a un meilleur débat à avoir parce que je pourrais pas dire qui je préfère entre l'Avalanche, Dallas et Vegas. Je suis d'accord. C'est les trois choix entre lesquels j'hésite, donc je vais jouer les odds, je vais prendre Dallas. Betting for suckers. Je vais juste jouer celui qui a le moins de pourcentage en me disant qu'il va faire le plus de points. C'est pas plus compliqué. J'ai pris Blackwood aussi un petit peu plus tôt, donc je vais essayer d'étaler un petit peu mon risque. Voilà, je vais prendre les Stars. C'est eux qui ont vraiment une profondeur extraordinaire offensive et défensive. L'année dernière, Heiskanen a été blessé une très, très, très grosse portion de la saison. Il va revenir en santé en début de saison cette année. Ils ont quand même quelques jeunes qui prennent du galon. Robertson, ça vieillit aussi. Là. On arrive à 25 ans. Ils ont Johnston, Maverick Bourque qui va avoir un rôle un peu plus prépondérant. La blessure à Jamie Benn ne fera pas une grosse différence, mais le retour de Tyler Seguin va aider. Je veux dire, ils ont vraiment, vraiment une bonne équipe, les Stars. Et je vais y aller avec eux. Puis à 16%, je pense que ça vaut la peine. Sinon, Vegas a aussi vraiment toute une équipe. Je pense que le Colorado va manquer un petit peu de profondeur à l'attaque pour dire qu'ils vont gagner soir après soir après soir. Surtout que toutes leurs vedettes vont participer aux Olympiques. Ultimement, ça va peut-être un petit peu les fatiguer en fin de saison, puis déjà 1 ou 2 matchs. Ce qui n'est pas exactement le cas avec les Stars. Johnston, ça ne participe pas aux Olympiques. Robertson, c'est pas parti pour le faire.
Donc, il y a quand même un petit peu plus de joueurs reposés qui vont arriver dans cette fin de saison, en fait, après le mois de février. J'ai choisi Jake Ettinger, fait que je vais y aller peut-être avec un autre choix que Dallas. Et les Golden Knights, les mal-aimés, ceux maintenant qui, comme Je on les a haïs dit... trop pour les choisir. Ah, mais là, les gens les haïssent trop. Tant pis. Go Golden Knights. Vegas pour aller trôner dans l'Ouest cette année. Marner va vouloir faire un pied de nez aux Maple Leafs de Toronto et prouver qu'il est capable d'être dans une excellente équipe et aller gagner la Coupe cette année. Je l'avais dit dans l'épisode de Vegas, je vais le dire tout de suite encore une fois. Tu as dit que le Lightning allait peut-être être ton early prediction de gagner une Coupe cette année. Moi, je pense que ça va être Vegas cette année qui vont être capables d'aller faire ça. Et ça complète... Je souhaite à Marner. Oui, c'est ça, c'est surtout pour ça. Je souhaite à Marner maintenant qu'il est parti de Toronto. Et c'est ce qui complète nos sélections du grand pool de RDS. Est-ce que tu as une dernière phrase pour venir terminer cet épisode, Guillaume? En fait, on a jusqu'au 7 octobre pour faire des échanges à l'infini. Donc, petit conseil, si vous faites ce pool-là, regardez donc le 6 octobre, les blessures. Commencez avec un joueur qui manque 4-5 matchs, ça fait mal. Donc, si vous ne voulez pas être largué trop rapidement en début de saison, regardez le 6 octobre avant que la saison commence pour être certain d'avoir tous les joueurs actifs dans votre alignement. Well said, my darling, well said. Et merci à tous les poolers de nous avoir écoutés. On veut vous entendre. Allez nous écrire sur Instagram, allez nous écrire sur YouTube. Qui vous pensez va être le meilleur de chacune des catégories? Allez suivre justement le classement du grand pool puis venez vous comparer à Guillaume et moi. Puis on va essayer de regarder ça à chaque mois pour parler des changements. Merci à tous les poolers. On espère que vous allez gagner le pool de RDS cette année. Salut les poolers!